L'actualité décortiquée, commentée. Savoir et comprendre. Cube. Il est 10h10, Marie-Gabrielle Ménard au microphone. Merci d'être avec nous ce matin dans notre Cube des fêtes. C'est sûr qu'en laissant partir Guillaume Lavallée et le mot fête, bof, n'est-ce pas? Mais bon, si jamais vous avez envie de faire du rattrapage, on vient comme ça de vous proposer 3 segments des événements qui, selon nous, ont grandement marqué 2024. Évidemment, il y en aurait eu plus, mais l'idée, c'était quand même pas de vous faire une liste d'épicerie, mais plutôt que d'avoir donc du temps pour pouvoir, je dirais, tourner, gruger ces eaux-là. On a parlé de l'éclipse solaire totale. On a parlé du 10 ans soulignant le 10 ans de l'aide médicale à mourir au Québec et de l'élargissement de la loi permettant maintenant les demandes anticipées au Québec depuis le 30 octobre dernier. Guillaume Lavallée vient de quitter. Je vous recommande vraiment, pour mieux comprendre, une compréhension terrain, c'est pas donné à tous, là. Gaza avant le 7, carnet d'un siège, c'est un ouvrage qui m'a bouleversée, qui m'a énormément appris de choses aussi. Ça commence avec une ligne du temps. C'est complexe, ce coin du monde-là, et Guillaume Lavallée a une plume digeste, une belle plume aussi. C'est vrai, on l'a pas mentionné, là, mais dans cet essai-là, il s'adresse de façon ponctuelle à sa maman, et ça humanise à chaque fois ce qu'il est en train de nous raconter. C'est très, très bien fait. Et on a confié un petit mandat à Alex Moranville-Ouellette. Salut, Alex. Hey, salut. On t'a confié le mandat d'ouvrir la 2e thématique de notre grande émission. Encore une fois, on n'est pas si original, mais on va le faire à notre façon. C'est le moment où on lève les yeux vers le ciel et on regarde l'ajout de constellations de ceux et celles qui nous ont quittés en 2024. Ben oui. Puis il y a toujours, j'irai de ma liste éventuellement, mais il y a toujours des personnalités quand on retient, on n'a pas envie qu'elles s'en aillent parce que ça va, on le sait que ça va, à plus ou grande mesure, mais quand même changer nos vies. Ça va faire un trou qu'on comblera pas. Alex, t'arrives avec des feuilles cachées. Je vois pas de qui Alex va nous parler, mais ça t'a inspiré, donc, cette thématique-là, et tu t'es dit, ça y est, j'ajoute un nom à la liste dont on va déballer là, dans les prochaines minutes. Voilà, des grands disparus de l'année à laquelle s'est ajouté quand même, je rappelle hier, le président américain Jimmy Carter, il y en a de ceux-là qu'on sait qu'ils vont partir bientôt, il avait 100 ans quand même, il était en soins palliatifs depuis un bout, donc il y a des gens comme ça que c'était leur moment, il était temps qu'ils partent. Moi, c'est quelqu'un qui est mort trop jeune, à 68 ans, le 1er mars cette année, et en Occident, en Europe, on va s'en souvenir, mais ici au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est Akira Toriyama qui est décédé. Alors qu'on entend la chanson du générique éponyme de Dragon Ball. Dragon Ball, la série qu'a écrite, qu'a réalisée Akira Toriyama, l'écrivain, le mangaka le plus célèbre de tous les temps, on peut le dire comme ça. Le père du shonen, un type de manga qui a conquis l'Europe tout d'abord, mais le Japon, l'Europe, puis ensuite l'Amérique du Nord, qui a popularisé ici les émissions animées, les dessins animés japonais. C'est arrivé particulièrement autour de Dragon Ball dans les années 80, une série légendaire, mythique, sur laquelle j'ai grandi. Mais étoile à ton cahier, OK, c'est sur aucune liste. Personne n'a nommé ça. C'est sûr que là, ça trahit un peu ton âge, Alex, mais quand même, merci de le souligner. Ramène-nous, Alex, le petit Alex, là. Dragon Ball, ça arrive dans ta vie quand, ça? Dragon Ball, là, ça arrive dans ma vie quand je suis tout jeune. S'il y a déjà une vague qui a frappé là, la France, dans les années 80-90, en France, ça commence à débarquer puis ça inonde le marché pour les jeunes à la télévision. Toutes les chaînes s'arrachent ça. Puis c'est ce qui fait encore qu'aujourd'hui, là, en France, du manga t'envoie partout. Les gens sont hystériques autour de ça. C'est vraiment ancré désormais dans la culture. Bon, il y a des librairies spécialisées. Ben oui, absolument. On en a ici aussi, mais moins encore qu'en Europe, même si ça s'est popularisé de par le monde. Puis maintenant, des mangas, manga étant la bande dessinée japonaise qui se lit de droite à gauche, c'est popularisé, traduit dans des centaines de langues partout sur la planète. C'est un médium qui a été, entre autres, popularisé en Occident grâce à Dragon Ball. Dragon Ball, qu'est-ce que c'est? Mais c'est le manga phare de la vie d'Akira Toriyama, un manga qui raconte les aventures de Son Goku, un jeune prodige des arts martiaux qui vient d'une autre planète avec une queue de singe, puis là il se bat contre toutes sortes d'adversaires, puis ça évolue au fil du temps, et
ça finit par être, honnêtement, on va le dire ben cru, des gars bien musclés avec des cheveux en pique qui se donnent des baffes. Sérieux, c'est ça. Des mâles alpha. Des mâles alpha, mais tu sais, le modèle de masculinité de gars, là, vraiment de petits gars, tu sais. Puis ça arrive, moi, à une époque où je suis jeune, ça passe juste sur des canaux en anglais, ici, au Québec, au départ. C'est comme ça que j'ai appris mon anglais. C'est vrai? Moi, Dragon Ball, aussi ironique que c'est, parce que c'est un médium d'abord japonais, traduit ici, mais ça m'a appris mon anglais. C'est comme ça. Puis moi, quand j'écoutais religieusement, j'attendais que ça sorte sur certains postes qu'on avait, nous autres, à la maison. Puis je les écoutais. Puis regarde, là, je veux dire, il y a des bouts qui ont mal vieilli, mais ça ressemblait à ça. C'était des cris, des baffes, puis surtout un geste éponyme, le Kamehameha. Des rayons laser d'énergie, des combats toujours pour sauver le monde, la galaxie. C'est tout ce que j'aime. Moi, c'est hyper saturé en couleurs. On dirait que c'est... pour les plus vieux, là, rappelez-vous, les premiers Batman télévisés, là, les pif, paf, pouf, bang. Ouais. On est un peu dans cet esprit-là, quand même. On est un peu dans cet esprit-là, puis c'est fantastique le travail qu'a fait cette série-là, comme je dis, pour populariser, pour venir en Occident, puis rendre grand public puis accessible un médium qui était presque méconnu à ce moment-là. Et aujourd'hui, le manga japonais, c'est, là, je veux dire, juste Dragon Ball, c'est 260 millions d'exemplaires dans le monde, mais c'est rendu un phénomène popularisé. Moi, j'en lis depuis ma jeunesse, j'en lis encore aujourd'hui. Puis Akira Toriyama, 68 ans, meurt jeune, relativement, comme beaucoup de mangaka au Japon. C'est le nom des gens qui dessinent les mangas. Puis c'est un phénomène qui est assez spécial. Ces gens-là ont des horaires de travail qui sont surmenés. Ouais. Ils doivent chaque semaine livrer plusieurs planches. Ils vivent un rythme de fou. Puis il y en a beaucoup qui meurent trop jeunes, malheureusement. C'est le cas d'Akira Toriyama. Il a marqué ma jeunesse, il a marqué l'enfance de plusieurs centaines de milliers de personnes. J'avais envie de lui rendre hommage. Moi, quand je suis arrivée à la station ce matin, j'ai croisé Alex. Il savait pas trop encore de quoi il allait nous parler. J'ai senti là un Alex Moranville-Ouellette fort inspiré. Merci, Alex, d'avoir contribué à notre liste des grands et grandes disparus 2024. Fallait pas l'oublier. Salut. Savoir quoi y acheter à Noël, lui, finalement. Hein? Oui. S'il y a des gens de sa famille à l'écoute, Dragon Ball, il en manque sûrement quelques exemplaires à sa collection. Vous écoutez Cube des fêtes. Ben, vous le savez, hein, on vient d'ouvrir ce grand chapitre. C'est ce qu'on a annoncé des grandes disparus. J'y allais en rafale un peu, là, puis voici la liste quand même. Et c'est pas une liste complète, là, mais je pense au premier ministre, l'ancien premier ministre du Canada, Brian Mulroney. Hein, il y avait tellement d'hommages qui ont fusé lorsqu'on a appris la nouvelle. Du côté des Français, Madame, tous les garçons et les filles, oui, la très, très, très belle Françoise Hardy, qui a quitté 2024. Alain Delon, cet acteur iconoclaste, très, très, ben lui aussi, très beau. C'était quand même deux très, très, très belles personnes. Alain Delon, lui, était peut-être moins en phase avec son époque, hein, à partir du moment où je sais pas, les années 2000 sont arrivées, là, dans le discours d'Alain Delon, c'était peut-être un peu moins évident. Jean-Pierre Ferland, faut-il le nommer? Pas notre petit, notre grand roi au Québec. Et le mien, celui, là, vraiment... J'ai été moi-même surprise parce que j'étais petite lorsqu'on le voyait beaucoup. Mais c'est un homme vers qui je me tourne encore. Il est décédé, là. Je suis pas folle. Mais des fois, je me demande, qu'est-ce qu'il aurait dit de ça? Qu'est-ce qu'il aurait pensé de ça? C'est un homme qui ne faisait pas l'unanimité, Daniel Pinard. Ouais, moi, Daniel Pinard, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a intéressée par sa profondeur, par sa sensibilité et par ses nombreux coups de gueule aussi. Si jamais vous avez envie de vous joindre à notre liste, qui a marqué votre année 2024? Qui est votre grande disparu? Écrivez-nous 187 Cube Radio. Je pense que c'est une espèce de mosaïque qu'on essaie de créer, là. Il y a des gens, qui ont commencé à nous écrire. Bon, on était plus encore... on a parlé d'éclipse solaire en début d'émission, hein, puis ça, vraiment, les gens... je vois que c'est encore prêt à vos cœurs. Il y a des commentaires entourant ce phénomène-là que les gens ont vraiment apprécié. On commence donc un de nos hommages. Le 5 novembre dernier, le Québec disait adieu à un poète pionnier, précurseur, révolutionnaire, provocateur et surtout immensément talentueux. J'ai envie de mettre la table en réentendant sa voix. La tête qui gèle, la crâne qui craque,
C'est moi le freak de Montréal. J'ai mis des ailes à mes bretelles, un stéréo dans mon cerveau. J'ai l'univers dans ma cuillère. C'était dans la semaine des 3 jeudis. On a sniffé du patchouli. Dans l'avant de Mustang Sky Lolo. Puis elle avait pas le bouton dans le dos. On est de Pink Floyd. Ah, cette voix, le freak de Montréal, c'était lui, Lucien Francoeur, cet insoumis, un marginal, comme c'est ça, l'usine a fermé, on les fait plus, ces moules-là. Et pour rendre hommage à Lucien Francoeur, moi, dès qu'on a nommé ce nom-là là, en réunion d'équipe, j'ai dit, faut appeler Patrice. C'est Patrice Caron qui est fondateur du Gala alternatif de la musique indépendante du Québec, le GAMIC. Et je pense qu'on peut dire, Pat, ami de Lucien? Oui, j'ai eu cette chance-là de devenir son ami dans les 10 dernières années de sa vie. Fait que ça s'est fait tardivement quand même. Oui, parce que étant du côté underground de la vie, Lucien, il y a eu un passage particulier fin des années 90, début 2000 à C'est quoi? Et ça représentait pas mal tout ce que je détestais de la radio. Donc, l'approche n'a pas été facile. Puis c'est sûr que quand son premier album est sorti, j'avais 4 ans. Là, ouais. Donc, la belle épopée d'autres choses, on l'a connu en dilettante. Puis même à ça, c'était un petit peu mis de côté, justement, par ces années-là. C'est sûr qu'on entendait Nancy Beaudoin puis tout ça, mais l'œuvre en tant que telle était un petit peu obscure pour le commun des Québécois, si on veut. Puis quand on l'écoute attentivement, on comprend pourquoi aussi, là, parce qu'il faisait pas dans la dentelle. Ah non, puis, absolument pas. Il y en a qui ont dit que c'était un poète avec des dents. J'aime bien ouais, l'image. C'est ça. C'était quelque chose qui était pas accessible, puis c'est ça qui m'a plu en rétrospective. Ouais, c'était un inimitable. La tête qui gèle, le crâne qui craque. C'est moi le freak de Montréal. J'ai l'univers dans ma cuillère. Tout est là. Ouais. Il y a quelque chose de la synthèse de Lucien Francoeur avec tout son versant lumineux et inspiré, une prose qui lui appartient, et aussi le versant le moins lumineux, le plus inaccessible, caché, torturé. C'est un des premiers qui a vraiment illustré la vie en ville. La vie des bums en ville, avec tout le côté obscur et un peu trash qui peut venir avec. Aussi son penchant pour l'héroïne, qui était illustré justement dans ce que tu viens de dire. Ouais. Et Lucien, il a vécu 30 vies, là, si on veut. Il est passé par plusieurs étapes artistiques. C'est ça, c'est quelqu'un qui a habité la poésie plus que certains. Lui, c'était pas une dilettante, là, jusqu'à sa mort. Il écrivait encore et il était toujours à la poursuite de la phrase parfaite, du mot qui évoque son état d'esprit. Ouais. Et autre chose, c'était vraiment sa vie sur papier, c'est sûr, avec un niveau de poésie plus élevé que juste des nouvelles dans le journal, mais quand même, c'était son univers à ce moment-là. Et toute son œuvre est un peu habitée par sa perception, sa vision, ses espoirs aussi. C'est un peu parce que aussi... Il était très impudique. Il est allé piger dans sa vie. Tout n'était pas écrit au jeu, mais il y avait du jeu partout. Ouais, ben c'est ça, c'était sa vie. C'est pas... il s'est inspiré beaucoup de la poésie des autres. Denis Vanier était un gros morceau dans sa vie, mais il se le réappropriait. Et c'est un peu dans la culture rock aussi de prendre un peu à gauche, à droite, puis de l'interpréter. Ouais. Et c'est ça qu'il a incarné avec autre chose au début. Et même si sa carrière solo est peut-être moins relevée, c'est quelqu'un qui a toujours essayé. Il essayait des choses. Au niveau de la langue, il s'est imposé au début en étant très joual, très Montréal. Un des premiers à écrire en franglais. Oui, c'est ça. C'était celui qui a vraiment ouvert la porte de l'Amérique pour le Québec. L'Amérique. Oh, quelle belle perche. Patrice, quand j'ai appris le décès de Lucien Francoeur, j'ai revisionné un super documentaire, On achève bien les rockers, co-réalisé par sa fille Virginie Francoeur. Puis le plan d'ouverture, c'est ça. En fait, Lucien Francoeur, c'est quelqu'un qui ne s'est jamais assis.
C'est quelqu'un qui a chanté, qui a écrit, qui a observé l'Amérique. C'était un franco-américain. Son américanité, là, il l'a toujours célébrée. Oui, parce que si on a lu sa biographie, à 14 ans, il s'en va à New York. 14 ans, Patrice, 14 ans. 14 ans. Moi, je faisais des bracelets de l'amitié à 14 ans. Non, c'est ça. Moi, je n'étais pas là du tout à 14 ans, mais lui, il a pris cette initiative-là. Il s'est en allé à New York. Puis on s'entend, New York des années 70. C'est pas... C'était pas calme. Non, c'était pas aussi propre que ça l'est maintenant. Et il a vécu ce qu'il avait à vivre à cette époque-là. Il a été déporté pour revenir au Canada parce qu'il s'est fait prendre illégalement là-bas. Puis il a décidé d'y retourner. Il est allé étudier en Nouvelle-Orléans. Et donc, il a vraiment pu voir et ressentir la saveur de l'Amérique, surtout à cette époque-là. Et ce qui a ramené avec lui, c'était vraiment cette vision-là, puis de l'avoir dans le sang, dans son ADN, et de le traduire pour les Québécois. Et pas de le traduire à la Baronnet, là, de le faire sien. C'était pas une traduction, c'est comme une ingestion. C'est ça, puis c'est la première fois aussi que quelqu'un, comment je pourrais dire, inventait pas sur cette vision-là. C'était la vraie affaire, puis c'est ça qui a tenté de nous traduire d'une certaine façon, parce que, comme je disais plus tôt, Lucien, il essayait. C'était pas toujours un chef-d'œuvre ou quoi que ce soit, mais c'est le processus. Quand on fait souvent la blague, c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage, mais Lucien l'a parfaitement incarné. C'est ça, il était pas excellent, mais c'était un forgeron. C'est ça. Il y a toujours, 1000 fois sur le métier, là, lui, il est allé. Patrice, t'es une encyclopédie de la musique, je sais, on a déjà travaillé ensemble. Si on parle des influences, il y a toujours, bon, évidemment, il a nommé les Stones, les Beatles, mais je pense qu'il faut faire un temps d'arrêt sur Jim Morrison. Oui, c'est un gros morceau dans sa vie. Il a tenté de se réincarner à Jim Morrison à certains moments. Réincarner. Oui, puis il aussi, il se voyait comme le roi lézard et ce genre de choses-là. Et la légende de Jim Morrison dans le désert, en moto, etc., etc. Donc, c'est plein de choses. C'est un peu le mythe de Jim Morrison, pas nécessairement la vie en tant que telle. Puis, Lucien, il était inspiré par le mythe de Jim Morrison, le poète rocker et tout ça. Il va un peu, justement, adopter cette facette-là de Jim Morrison pour se donner une contenance, mais en même temps, ça a été plus évident après autre chose. Et puis autre chose, là, on est à la même époque là, que Beau Dommage, Claude Dubois. Puis là, t'as autre chose. Je pense qu'en tout cas, le titre, la promesse de vente est tenue. Ben, c'était ça un peu le point du nom du groupe et de toute l'approche de tout ça, parce que Lucien, à la base, c'est un poète. Il est dans l'underground. Il fait des nuits de la poésie. Mais en même temps, on le voit là, avec sa relation amoureuse de 45 ans. C'est quelqu'un de fidèle qui va s'y tenir. Et pour lui, autre chose, c'était une façon de donner une autre auditoire à sa poésie. C'était vraiment le but premier. Après ça, il s'est un peu perdu. Il a essayé de vivre la vie de rockstar. Ceux contre qui il se positionnait sont devenus ses amis. À une certaine époque, lui et Jerry Boulet, ils s'haïssaient. C'était à couteau tiré. Puis à un moment donné, ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Même chose pour Marjo. Bref, tu sais, puis... En tout cas, il y a plein d'anecdotes. Mais là, tu parles de gens qui ont doté de très petits égos. Oui, facile, c'est ça, mais il y a une histoire que j'ai entendue dans une soirée de poésie. Lucien arrive, puis là, il se prend pas pour du 7-Up Flat. Et première affaire qu'il fait, il interpelle la poète qui est en train de réciter sur scène pour dire que c'est pas bon ce qu'elle fait. Là, je dis ça en mots radio. Mais bref, il y a beaucoup de gens qui en ont voulu de ce genre de coup de gueule-là et tout ça. Et ça a été un peu son talon d'Achille, sa grande bouche. Il était piquant. Ouais, disons que des fois, tu sais, quand tu dis « Ah, j'aurais dû donc m'affermer. » Ouais. Lui, il n'a pas eu le mémo. Il s'en foutait un peu aussi, parce que moi, ce que j'ai aimé de Lucien, c'est que il vivait... c'est comme un monde inventé.
Le monde des rockers au Québec, on s'entend, là, tu fais 2 dates bien le fun, puis le reste, c'est brun. Mais lui, il nous donnait l'impression que c'était plus que ça. Il embrassait du brun. Oh, Ouais. puis c'était une star. Là. Même s'il ne l'était pas, il agissait comme tel. C'était du bonbon pour les journalistes. Les gens qui faisaient des entrevues avec lui étaient sûrs d'avoir des bonnes quotes parce que il arrêtait pas, puis il cherchait l'effet aussi. Il va choisir les mots. C'était un showman, assurément. Patrice, évidemment, on parle de sa plume, c'est un poète. Moi, je veux qu'on s'arrête un instant sur l'interprète qu'il était. C'est un déclameur, Lucien Francoeur, et j'en appelle pour preuve. Je t'aime, je te veux. Dans mes mains, dans mes jeux. Sans tout, je me sens vieux. Je t'aime, je t'en veux. Tu me trompes, je le sais. Ça me tue que tu le sais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça fait mal, ça me divise. Divise en 4, divise en 1000. Ton cœur a des fossiles. Je t'aime, je te veux. Dans mes mains, dans mes jeux. Sans tout, je me sens vieux. Le « je t'en veux », là, j'y crois. Oh, oui, Il crache. Il l'incarnait totalement. Là. C'était pas quelqu'un qui écrivait des choses qui ne le concernaient pas. C'était vraiment... chaque chose, il les prenait à cœur. Puis... c'est un absolutiste où on va aller jusqu'au bout. Ouais. Puis... Donc, Quand on va arriver au bout, on va repousser le bout. C'est ça. Le bout, il est là, mais on va aller encore plus loin que ça. Puis c'est ça qui en est resté. Pourquoi des groupes comme Voivode ont été inspirés par Lucien? Parce que c'était vrai. On sentait que c'est sûr qu'il y a un travail, il y a une écriture, mais en même temps, il l'incarne totalement. Et même quand c'était parfois maladroit, c'était à défaut d'avoir trouvé une meilleure façon de le dire. Ça restait honnête. C'est ça. Malhabile, mais honnête. C'est ça. Toujours comme on va au bout de l'idée. Puis c'est ça, quand je reviens sur le Freak de Montréal, parce qu'on l'a fait justement au dernier Gamic. On connaît les paroles, on l'a entendu des milliers de fois, mais là, on les a lues, puis on était là, oh, c'est raide. C'est plus abrasif même qu'on se souvient. Oui, c'est ça. Puis pour l'exercice, on a lu quelques textes, puis on était là, oh, tu sais, quand même, on dit qu'aujourd'hui, on peut plus rien dire. C'est peut-être vrai, finalement. Je suis pas prête à dire ça, mais il y a des façons de le dire. Puis je pense que c'est plus à ce niveau-là où l'époque a changé. Puis on s'entend, là, lui, il arrivait dans les années 70. Personne ne disait ça. Là. C'était une façon... je veux dire, il incarne la contre-culture, puis ça, c'est un fait. Là. Patrice, ça, pourquoi aussi on voulait vraiment... c'est toi qu'on voulait pour inviter. En 2006, tu fondes le Gamic. Au Gala de la Disque, on offre des Félix. On offre des Luciens au Gamic. C'est dire à quel point, pour toi, c'est quelqu'un d'incontournable dans le paysage musical québécois. T'en es venu comment à ce geste-là? Ben, je vais dire, c'est de son influence sur l'alternatif qui a suivi, qui a commencé dans les années 80, mais qui a vraiment incarné. Puis à mesure que l'histoire avance, on voit souvent, ou on entend souvent des groupes qui sont influencés, puis je te dirais même pas de première main, là. Sont influencés par des gens qui ont été influencés, puis ça finit par donner l'essence Lucien. Mais moi, ce qui m'a le plus touché par rapport à Lucien, c'est justement, même en étant underdog, il persévère, puis il lève le menton, puis il est baveux. Puis moi, la première fois que j'ai rencontré Lucien, ça n'a pas été un coup de foudre. C'était... il lançait un album d'Autre chose, c'était un peu le retour d'Autre chose au début des années 2000. C'est un album qui s'appelait La jungle des villes. Un album, en fait, c'est un album solo de Lucien, mais sous le nom d'Autre chose, et c'était pas bon. Puis pas chanceux, là, le label. En plus, c'était sur le même label que Rock Voisine puis Mitsu. Là. C'est un peu trop d'écurie, ça. Ouais, bref. Anyway, c'est que l'album, c'est un flop total. Moi, à l'époque, je travaillais au Faux-Phone électrique. Il fait son lancement là.
Puis là, j'aime pas vraiment ça. Je m'en vais dans mon bureau. Je fais d'autres choses en tant que le spectacle se passe. Et après le spectacle, je fais le tour de la salle pour voir si tout va bien. Puis là, je rencontre Lucien dans les loges. Puis toute ma perception du personnage à l'époque était pas... C'est pas la construction d'aujourd'hui. Non, là. c'est ça. Donc, je l'ai regardé un petit peu de haut. Il me l'a bien rendu. Fait que j'ai ri. Parce que... Mais c'est ce que tu dis, le chien, là, des fois un peu plus dans l'ombre, avait jamais perdu de la carrure de sa mâchoire. Puis, il était pas très grand, mais il se tenait comme un gars qui mesurait au moins 8 pieds de haut. Et après ça, quand il a fait le projet Chanson d'épouvante, là, tout s'est placé. Puis c'est là que je me suis dit, je vais aller retourner à son œuvre. C'est là que j'ai découvert mais personnellement, j'aime mieux les 2 premiers albums d'Autre chose. Le 3e, c'est OK. Puis sa carrière solo, j'étais pas rendu là. Bref, c'est là que vraiment ça s'est passé, parce que là, pour Chanson d'épouvante, c'était avec des membres de Voivode, des membres de Grimmskong, des membres de Groove Aardvark. Il y avait tout l'alternatif, c'est là, ça. Moi, noué. j'étais considéré que c'était ma gang, donc j'étais allé voir le spectacle, j'ai beaucoup aimé ça. L'album a été encensé, c'était nommé à la disque l'année suivante. Et à partir de là... on s'est croisés à quelques reprises et c'est vraiment à la sortie du livre « L'évolution du métal québécois » que là, toute l'importance du personnage s'est révélée. Et dans la foulée, on a décidé de nommer le trophée Lucien, parce que ce qu'il incarne, puis comme je le dis souvent, je l'ai même dit à sa fille, pour nous, Lucien, c'est une muse. C'est pas nécessairement une légende ou quoi que ce soit, mais il nous inspire. C'est très beau, ça. Donc, depuis 18 ans, des dizaines et dizaines et dizaines d'artistes québécois ont des Luciens à la maison. J'allais dire sur le manteau de leur foyer, non. C'est dans des appartements un peu partout. Ouais. Ça se promène. On a joué beaucoup avec le design de la chose, mais à chaque fois, c'est Lucien. Puis c'est un trip, là, à chaque année, quand on engage l'artiste pour faire le design. Faut que ça soit Lucien. Ouais, allez voir sur le site du Gamic, là, vous allez voir différentes itérations de Lucien Francoeur, ça le fait à chaque fois. Patrice Caron, fondateur du Gala alternatif de la musique indépendante du Québec, hommage bien senti. Patrice, j'ai envie de nous laisser... Virginie, sa fille, Virginie Francoeur, publie de temps en temps sur les réseaux sociaux. Elle trouve sans arrêt, depuis des années, des petits gribouillis de son père cachés dans son appartement, insérés entre les pages d'un livre, sur des napkins, des bouts de facture. Alors voici les mots de Lucien. Pour moi, pour Virginie, pour la poésie, pour le monde, on chute, on se relève, puis on repart. Salut Lucien. Salut.